Brève de 1939. Fin d'année. 1er septembre. L'Allemagne envahit l'ouest de la Pologne. 3 septembre. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. 17 septembre. L'Union soviétique, qui avait déjà signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne, pacte Molotov-Ribbentrop, le 23 août 1939, envahit et occupe l'est de la Pologne. 27 septembre. Les puissances de l'Axe voient officiellement le jour. L'Allemagne, le Japon et l'Italie signent le pacte tripartite pour se soutenir mutuellement. En avant-propos, j'aimerais remercier M. Roger Locuti qui m'a confié une copie de ses témoignages manuscrits. Né dans la région et péronné depuis toujours, il a 17 ans au début de la guerre, et entre cette année-là au service de la mairie de Péronne, où il y fera toute sa carrière. Évacué comme la plupart des Péronnais, il sera, de par la profession de sa mère, postière à Péronne, l'un des premiers rentrés. C'est à l'âge de la retraite, m'a-t-il confié, qu'il a entrepris de coucher sur le papier son vécu de la guerre 39-45, vécu personnel bien sûr, et ceux d'autres témoins locaux, dont la véracité des dires n'est plus à démontrer. Merci encore, monsieur Locuti. J'espère en faire bon usage dans cette présentation. Il serait dommage pour la mémoire péronnaise que ce témoignage, page d'histoire douloureuse mais bien réelle, ne se transmette pas. M'a-t-il aussi confié, en d'autres termes. « 1er septembre 1939. L'Allemagne, sans déclaration de guerre préétablie, déclenche des opérations militaires d'envergure contre la Pologne. Le pacte germano-soviétique lui facilitant cette invasion. Le 2 septembre à 17 h, le gouvernement français décrète la mobilisation générale des armées. Le tocsin égrène ses notes lugubres pour annoncer ce triste événement. Chacun sort devant sa maison. Tout le monde reste muet. Les femmes pleurent. Pour la plupart, elles ont vécu ce même moment à l'annonce de la terrible tuerie de 14-18, le 2 août 1914. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. En novembre, le 35e bataillon de chars de combat venant de Vannes, composé de 45 R-35, quelques FT-17 hors d'âge, remplace le 14e bataillon et stationne Verdouin. L'une des ambulances militaires cantonnées à Péronne s'installe dans le collège Béranger. Les médecins, logeant chez l'habitant. Des soldats occupent et gardent les lieux stratégiques de la ville. Officiers et sous-officiers casernent chez l'habitant. Les soldats, moins lotis, dans des greniers ou dépendances, et aussi à la salle des fêtes, toute neuve. Un foyer du soldat prend place à l'angle des rues Béranger et Saint-Sauveur. Un mess pour les sous-officiers s'établit en ville, dans une grande maison. Privé de la caserne après la Grande Guerre, Péronne redevient ville de garnison, où pendant cette période de drôle de guerre, il faut tuer le temps. Tour à tour désabusés, soucieux, se sentant inactifs, loin de leur foyer, les soldats apportent tout de même une note de gaieté à la ville dans cette période pesante, et font travailler les commerces locaux, surtout les cafés. Les Lyslanders de la Royal Air Force utilisent le terrain d'aviation de Mons-en-Chaussée, et parfois celui de Flamicourt. Une batterie de DCA britannique occupe un emplacement en haut de l'avenue de la République, à son intersection avec la route de Halle. On l'entend parfois faire des exercices. 20 mars 1940. Désavoué à l'Assemblée, le gouvernement Daladier est renversé. 21 mars. Paul Reynaud forme un nouveau gouvernement, dans lequel Daladier
devient ministre de la guerre. 28 mars. La France et le Royaume-Uni s'engagent réciproquement à ne pas signer de paix séparée avec l'ennemi allemand. Le 10 mai 1940, au matin, de fortes explosions se font entendre au loin. C'est le bombardement de l'usine d'aviation de Méholt, avion Potter, par la Luftwaffe. Peu de temps après, un avion allemand passe à basse altitude un peu au-dessus des étangs, derrière les moulins d'Amé. Touché par la DCA, il sera contraint d'atterrir près de Lyons. Son équipage est fait prisonnier. Il sera amené au bureau du commandant des étapes, commandant de la place, situé rue Puchotte, près de l'école du Sacré-Cœur. Les frontières du Benelux sont violées. Par la route de Cambrai, qui est stratégiquement l'une des voies les plus directes pour la Belgique, de nombreuses troupes françaises y sont acheminées. Les jours suivants, la Belgique est envahie. L'une des colonnes du général Guderian fonce vers Sedan. Les forces françaises arrivées en Belgique résistent vaillamment. Des milliers de réfugiés belges et hollandais affluent vers la France. Bientôt viendront s'y adjoindre les habitants du Nord et les soldats ayant perdu leur unité. Dans les chariots, charrettes ou tombereaux qu'ils tirent, s'amoncellent des femmes, des enfants, des matelas, des paquets de victuailles, des valises de linge et des objets précieux. Ce 17 mai 1940, spectacle de désolation sur la Grand Place et dans toute la traversée de la ville, où chacun s'évertue à se ravitailler, à se renseigner. Des gens hagards, comme sur cette photographie quelque part dans le Nord. Seule consolation, le temps est beau. Mais où fuir? Où aller? Dans le Sud, bien sûr. Mais où? La veille, à l'hôtel de ville, le jeudi 16 mai vers 10 heures, M. Leroux, maire, en présence de M. le sous-préfet, prenait contact par téléphone avec M. le préfet. Aucun affolement à avoir. Conseiller à la population de préparer les choses essentielles en vue d'un départ éventuel. En ce cas, prendre la direction de la Bretagne. Le 17, à la gare, le dépôt d'essence est en flammes. L'armée en retraite y a mis le feu. Vers 12h15, la mairie de Péronne et toutes les communes du canton reçoivent de la préfecture ce message. Repli immédiat sur Beauvais. Cet avis se répand bien vite. De plus en plus, les habitants des cantons de Roiselle et de Péronne s'engagent sur les routes. Là, intervient un premier bombardement au faubourg de Bretagne, qui va précipiter l'évacuation de tous les habitants de Péronne. Des routes de Cambrai, Roiselle, Douin, Arras, le flot des réfugiés se grossit et converge vers Péronne à l'entrée du faubourg de Bretagne. Vers 12h45, soudain s'entendent les vrombissements d'avions. Un convoi de DCA avec camions de munitions et matériel se trouve là également. Ils sont 6. Sur leurs ailes, la croix gammée. Sans doute ont-ils repéré le convoi militaire. Les camions de munitions sautent. En continuant à exploser, les obus forment un tir nourri qui poche tout dans un rayon de plus de 100 mètres. C'est le drame, le massacre. Le bombardement est intense. Beaucoup de véhicules prennent feu. À Gare, les blessés gémissent et implorent. Quelques-uns se sauvent dans la plaine. Les secours arrivent, mais ce n'est qu'une accalmie. À 15h45, nouvelle attaque aérienne. Les Stukas piquent et lâchent leurs bombes en produisant des sifflements effrayants. Ce raid sera plus meurtrier que le premier. D'autres voitures, d'autres camions de munitions seront touchés. Une épaisse fumée envahit le secteur du faubourg de Bretagne où les incendies des véhicules se développent. Les crépitements des munitions qui sautent, l'odeur de la poudre,
Les terres retournées par les trous des bombes offrent une vision dantesque à tous ces réfugiés et militaires cernés dans cet enfer de feu. Après chacun des 2 bombardements, des ambulances militaires vont faire de nombreuses navettes pour transporter tous les blessés. Sur le terrain, d'admirables actes d'assistance demeurent anonymes. Dans les airs au-dessus de la route de Douai a lieu un combat aérien. Un avion français touché s'écrase sur la crête de Guil. Un Morane Saunier 406 français se pose en catastrophe sur le terrain d'aviation de Flamicourt et heurtera violemment le baraquement d'une vendeuse de journaux. Le sergent Linard, pilote de l'appareil, est indemne. Il pourra rejoindre sa base, mais l'avion est inutilisable. 2 avions allemands s'écraseront aussi derrière le bois de Rocogne. 3 aviateurs légèrement blessés sont faits prisonniers au milieu des nombreux réfugiés pleins de haine et agressifs, venant de subir les bombardements. Ces prisonniers, heureusement pour eux, furent amenés au PC du commandant de la place. Ces 2 photographies sont celles d'un des 2 avions allemands abattus à Rocogne, un Dornier 215. À gauche, l'autre avion allemand de Rocogne, un Messerschmitt Bf-110, posé en catastrophe. Il est difficile de connaître le nombre précis de victimes du 17 mai. Il faut donc évaluer à 50 le nombre de militaires tués, autant de civils et 200 blessés. Parmi les victimes figurent des personnes de Roiselle, 2 morts et un blessé grave. Monsieur Bourgeois, agent de la société électrique, est le seul péronné qui disparaît dans cette tourmente. À la 2e attaque aérienne sur le faubourg de Bretagne succéda celle qui atteint une partie du centre-ville, l'hôtel de ville côté rue du Pan, le bâtiment du service d'incendie, rue Alfred Ray, le café à l'habitude, rue Saint-Sauveur. Des bombes tombent également boulevard des Anglais, rue Puchotte, secteur où se trouvait le bureau du commandant de la place. Ce 17 mai 1940, M. Leroux, maire délégué, constate le peu de moyens dont il dispose pour transférer d'une part les 200 personnes de l'hôpital et d'autre part la fraction de la population contrainte de partir à pied. Par opportunité extraordinaire, il arrive à faire embarquer dans des camions militaires vides en route pour Beauvais une partie de la population n'ayant pas de moyens de locomotion. Il fait aussi charger dans le fourgon du service incendie, conduit par le lieutenant des pompiers Fasseur, quelques archives municipales, les registres d'état civil et objets précieux de l'hôtel de ville, et fera de même avec les véhicules de son entreprise, en procédant à l'évacuation des archives de l'hôpital et de la caisse d'épargne. Par objets précieux de l'hôtel de ville, on entendra surtout ceux de la collection d'Hanicourt, cachés lors de la Première Guerre et récupérés en 1917. Tous ces camions partiront avant le 2e bombardement. À l'initiative de M. Dumège, docteur économe, l'hôpital est évacué à 22 heures, grâce au passage providentiel de 28 ambulances militaires. Les blessés des 2 bombardements seront du voyage. Au 2e bombardement du 17 mai, au faubourg de Bretagne, des éléments ennemis trop avancés sont pris également dans la tourmente. Cette formation motorisée, précurseur, séjourne à Douai, dans la nuit du 17 au 18, et entre dans Péronne le samedi 18 mai vers midi. L'officier supérieur s'installe chez M. Picard, face à la mairie. Toujours par l'est du faubourg de Bretagne, arriveront aussi plus tard d'autres véhicules. Ici un Panzer,
Le 19 mai 1940, vers 15 heures, nouveau supplice pour notre ville. Des obus de fort calibre tombent rue Mollerue, Maurice de Villers, rue Saint-Furcy, café du tribunal, au numéro 64, et près du château où un enfant, réfugié à l'intérieur, est placé devant une meurtrière et mortellement blessé. Les occupants ne manquent pas de fêter leur succès par quelques libations, les caves des Peyronais et des marchands de vin. Mais s'ils sont amenés aux excès, ils tirent et incendient l'immeuble des stocks américains. Le nom les a peut-être indisposés. Dans le même champ de tir, les bâtiments voisins subiront le même sort. L'épicerie Verlaine sur la Grande Place. Et dans la petite rue Saint-Furcy, côté Impair, rue Pasteur en 2012, le café tabac, la Civette, la librairie Régnier, le petit Bénéfice, article de lingerie, et la boutique d'une modiste. Le 21 mai 1940, les réfugiés belges, stoppés par l'avance germanique, rebroussent chemin et reviennent sur la ville. Leur nombre s'accentue, mais il n'y a plus de nourriture. Le pillage des maisons croît et devient systématique. Des camps de prisonniers français, de Douai, de la Chaplette et du Quinconce seront réquisitionnés des hommes de métier qui seront affectés assez rapidement au fonctionnement de services divers, eau, déblaiement des voies, rails et routes, ou à pourvoir à l'alimentation, boucher, boulanger, etc. Pour la centaine de Peyronais qui n'a pas quitté la cité, la Providence s'est offerte en la personne de Sœur Vincent. Sa tenue religieuse inspire le respect et la compréhension des occupants qui fourniront un peu de ravitaillement. Sœur Vincent pourra continuer d'assurer leur nourriture en profitant des réserves de la cantine scolaire. Par camion militaire, les réfugiés civils qui encombrent le centre-ville sont transférés vers le nord. L'ordre est formel, car une bataille se dessine sur la rive gauche de la Somme. Du 23 mai au 8 juin, c'est la bataille du Santerre. La 2e division cuirassée française est reconstituée à Noyon. Le premier objectif de l'état-major est la reconquête des ponts de la Somme en amont de Péronne. Le 24 mai 1940, les premiers obus d'origine discutable, probablement français, tombent sur Péronne vers 15 heures. L'un d'eux, certainement de gros calibre, explose sur l'épicerie Ménétrier, Société Générale en 2012. Il forme une énorme flamme qui gagne la maison Larue, commerce de textile, petit square de l'église, où se trouve la statue de Marie Forêt en 2012. Un gigantesque incendie facilité par un vent assez fort va s'étendre sur tous les immeubles sud-est de la Grand Place, du numéro 11 à 25, place Louis Daudré en 2012. Par des tirs venant de la direction de Ménilbrintel, des projectiles tomberont encore sur la Grande Place, sur la pharmacie Anglard, numéro 8, le courrier de Péronne, numéro 6, la pâtisserie Fourrière, numéro 30. À quelques kilomètres au sud de la ville, du 24 mai au 8 juin, la canonnade durera avec souvent une intensité infernale. Quelques impacts auront lieu de ci de là dans les secteurs de Halle, Douai et Péronne. L'église Saint-Jean et le presbytère échappent à l'incendie, mais ils seront touchés par des éclats d'obus, vitraux et façades. Saint-Furcy en perdra sa statue. Le 8 juin, à 9 heures, les derniers obus tombent. Route de Douai, maison Mérès. Sur la dernière maison HLM de la rue Clémenceau, numéro 117. Et le campanile du collège des garçons est décapité. À 10 heures,
le calme revient définitivement. Pendant ce temps, la petite centaine de Péronnais qui n'a pas quitté la ville est restée terrée, regroupée grâce aux initiatives et au réconfort moral de Sir Vincent. Tous seront évacués sur Fain et Gouzeaucourt le 8 juin. Ils reviendront le 25. Ils évacueront la ville de Péronne alors que les combats du Santerre cessent et que la bataille est déjà perdue. Vers le 27 mai, les prisonniers de guerre français qui deviendront KG en allemand, Kriegsgefangene, sous ordre et surveillance de leurs vainqueurs, enterrent sommairement les cadavres de militaires français et de civils tués le 17 mai à l'est du faubourg de Bretagne. Le gros des troupes allemandes, après leur victorieuse contre-offensive, entrera à Péronne le 6 juin. Les officiers du 508e bataillon de la Wehrmacht ont marqué cet événement local en annotant et en paraphant le livre d'or de la ville qu'ils ont trouvé à la bibliothèque municipale. À la date du 6 juin se lit « Besetzung durch deutsche Truppen » occupation par les troupes allemandes. Suivent alors les signatures. D'autres unités allemandes entrant dans la ville feront de même à d'autres dates. Un dessin de l'illustrateur allemand Ernst Egener nous expose sa vue d'artiste. La cavalerie germanique galopant entre les immeubles ménétriers et la rue, en feu. Toujours par le faubourg de Bretagne, au milieu de la zone bombardée, de nouvelles troupes allemandes moins mécanisées entrent dans notre cité. Devant la charrette, des troupes cyclistes. Après les cyclistes, des chariots bondés de matériel, d'armes, de munitions et d'objets divers suivent la même route. Arrivés au quartier Saint-Sauveur, ces troupes pourront contempler les premières destructions du centre-ville. Ici, le café a l'habitude, détruit par un bombardement aérien le 17 mai. Elles croiseront aussi des réfugiés privilégiés, en automobile, faisant demi-tour pour regagner leur foyer, là-haut, dans le nord. D'autres soldats investiront les cafés et débits de boissons. Le temps est agréable. Autant profiter de la terrasse de la Paix et de ses boissons gratuites. Pillées dans l'hôtel-restaurant. Feuillaucourt le 20 mai 1940. En pleine débâcle, les Français sont pris au piège en Belgique. Pour retarder l'avance des nazis, le génie militaire fera sauter les ponts. Ici, c'est celui du canal du Nord. Son creusement non terminé au début de la Première Guerre n'a pas repris depuis. Là, sur la route de Péronne à Bapaume, la tranchée achevée mais hors d'eau était enjambée par un pont que l'on venait de détruire. Croisant à toute allure des colonnes allemandes arrêtées, se frayant le passage au pistolet quand la mitrailleuse s'enraye, bousculant, écrasant des motocyclistes, l'automitrailleuse arrive à Péronne. Mais elle tombe dans la tranchée du canal dont le pont sauté n'a pu être évité. L'équipage est fait prisonnier. Le maréchal des logis-chefs, Rosset, blessé, est retiré de force, alors qu'il essaye de mettre le feu au véhicule. Voilà ce qui s'est passé selon un extrait du journal de marche du 12e cuirassier. La même mésaventure arrivera encore, au même endroit, mais à un camion allemand. L'automitrailleuse Panhard, la railleuse, est toujours là et semble narguer le véhicule en fâcheuse position. Notre troupe est vaillante.
mais des forces mécaniques supérieures très entraînées bouleversent nos états-majors. Les Anglais se replient sur Dunkerque et terminent leur rembarquement le 4 juin. La ligne Maginot, contournée, résiste encore, mais nos armées sont vaincues. Le général de Gaulle lance son appel le 18 juin, engageant les Français à poursuivre la lutte et fonde un gouvernement français en exil. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. La bataille de France, 10 mai 22 juin, nous aura coûté près de 60 000 morts. Notre maire, le commandant Louis d'Audrey, à la tête de ses hommes, sera l'un d'entre eux, tué au combat, à la bataille de Stone, Ardennes, le 25 mai 1940. Auparavant, le 17 juin, le maréchal Pétain aura lâché son fameux message démobilisateur. Il faut cesser le combat. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et bon honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. 1 800 000 combattants français seront faits prisonniers, dont la moitié à partir du 17 juin. La plupart des captifs, après avoir misérablement bivouaqué dans des camps de transit, Champ-Clos de Barbelé, seront acheminés en Allemagne. Une minorité appréciable cantonne pendant de longs mois dans des fronte-stalags, camps du front, où ces prisonniers serviront parfois pour la moisson ou la remise en fonctionnement de l'économie locale. Certains seront libérés, ou plutôt mis en congé comme les démobilisés, avec l'obligation de pointer 2 fois par semaine à la mairie ou au commissariat. Combien y a-t-il de Péronnais prisonniers? Combien de régionaux? L'administration préfectorale désorganisée n'en a aucune idée. Devant le garage du château, face à la salle des fêtes, des prisonniers remontent l'avenue de la République. Le cimetière britannique, la Chaplet British and Indian Cemetery, servira de sépulture aux soldats allemands tués dans la région. La commandanture s'installe dans les bureaux des Ponts et Chaussées, au 1 de l'avenue de la République en 2012. Le café Au Bon Travailleur, situé tout à côté dans la rue Jean Jaurès, sera réquisitionné comme poste de garde et comme logement pour les soldats affectés à cette administration allemande de guerre. Un Soldatenheim, maison du soldat, avec ses Helferinnen, auxiliaires féminines de la Wehrmacht, Sorigris en français, en raison de la couleur de leur tenue officielle, occupe l'hôtel-restaurant La Paix au 14 de la Grande Place.